Je m'appelle Yanis Camus, je suis formateur consultant, facilitateur en intelligence collective et je suis basé à Rennes. Et j'interviens sur toute la France et même à l'étranger. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment intégrer les nouvelles générations dans nos entreprises. Et vous allez voir que je vais m'inspirer beaucoup d'une chose dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle la sociocratie. Voilà, alors je ne vais pas faire tout un webinaire sur la sociocratie, mais vous allez voir que tout ce que je vais vous partager est en lien avec ça, avec l'esprit en tout cas de la sociocratie. C'est un mode de gouvernance qui a été inventé en Hollande dans les années 70 et qui m'a permis pendant mes années où moi-même j'étais dirigeant d'entreprise culturelle, eh bien, de transformer ma manière de manager d'une part et puis de transformer aussi le fonctionnement de mon organisation pour arriver finalement à quelque chose qui m'a semblé être très proche d'un certain idéal. Voilà. Et donc, depuis, j'ai décidé de partager ça avec un maximum d'organisations, si possible des organisations éthiques. Ce que j'appelle des organisations éthiques, ce sont des organisations qui œuvrent à un monde meilleur. Donc, il y a celles qui œuvrent directement contre le réchauffement climatique, par exemple, et puis toutes ses conséquences, mais aussi toutes les organisations qui travaillent dans le champ de la santé, dans le champ du social, du médico-social, du culturel et tout un tas de choses qui œuvrent à un monde meilleur. Voilà. Donc moi, mon objectif dans tout ça, c'est de vous accompagner, d'accompagner les dirigeants et les managers pour leur permettre de développer de plus en plus leur business ou les services qu'ils proposent à la population afin de rendre ce monde effectivement un endroit plus doux, plus harmonieux, plus agréable à vivre pour chacun. Voilà. Et ça, c'est ma manière de contribuer parce que je suis bien conscient que je détiens des trésors et vraiment des choses qui sont vraiment pleines de valeur et qui peuvent aider tout à chacun. Dès lors que vous travaillez en équipe, eh bien, il y a des tas de petits tips, des petits conseils, des petites choses et puis parfois des grosses choses aussi qui peuvent complètement transformer votre manière de travailler ensemble. Et alors aujourd'hui, on va faire un focus sur ces nouvelles générations, puisqu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir, si vous l'avez expérimenté, si vous êtes dirigeant ou manager, qu'il y a il y a des générations qui arrivent là et qui ne fonctionnent pas tout à fait comme peut-être votre génération à vous. En tout cas, vous sentez des différences et si vous êtes à ce webinaire, c'est que sans doute vous avez envie d'y voir plus clair. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais être le plus factuel possible et je vais éviter absolument le blabla pour être dans du concret, pour vous permettre dès cet après-midi de commencer à réfléchir, à mettre en place des petites choses, à réfléchir aussi à votre posture, etc., pour vous permettre que tout ça se passe de mieux en mieux. Alors, comme vous pouvez le voir dans mon sommaire, on va commencer par se poser la question de qui on parle quand on parle des nouvelles générations. Et puis, les 3 points suivants qui seront très concrets, sont la bonne posture managériale, partager le pouvoir de décision et comment les empuissancer ces jeunes générations. Allez, c'est parti. On avance vers le premier slide. Si ça veut bien démarrer. Tiens, moi, là, oups. Alors, attendez, ça va trop vite maintenant. Voilà. Alors, de qui on parle? Ce petit visuel, pour clarifier, quand on parle de génération, eh bien, sur la gauche, vous voyez effectivement les baby boomers. Donc, ça, vous voyez bien de qui il s'agit. Le type de management auquel ils ont eu affaire et qu'ils ont, comment dirais-je, incarné eux aussi, c'était un management plutôt directif, ma foi. La génération X, dont moi je fais partie, eh bien, on a commencé à s'intéresser doucement à un nouveau mode de management plus participatif, en conservant souvent la pyramide organisationnelle, mais en essayant de faire en sorte voilà, de mettre un peu d'huile dans les rouages pour que ça fonctionne mieux. Alors, ce qui est d'ailleurs assez étrange, hein, c'est que moi, je me suis vraiment passionné pour toutes ces questions-là. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a au final très, très peu de travaux qui ont été faits là-dessus pendant voilà, toutes les années pendant le XXe siècle. Et c'est vraiment, il y a eu un début de quelque chose, mais c'était vraiment très, très ponctuel et pas du tout, comment dirais-je, partagé.
Et c'est vraiment au XXIe siècle qu'on a commencé, en s'inspirant souvent d'ailleurs de la sociocratie, qui donc a été créée dans les années 70, on a commencé à inventer des modes de management plus participatifs. Et aujourd'hui, si vous faites des recherches, vous avez, alors, c'est pas encore, comment dirais-je, les bouquins sur ces sujets-là ne remplissent pas les rayons des magasins, des librairies, mais vous pouvez quand même en trouver un certain nombre. Alors souvent avec des théories plus ou moins claires, j'avoue, euh, mais en tout cas, voilà, si vous vous intéressez à ces questions-là, il y a de quoi quand même se trouver un petit peu de matière en allant chercher dans les bouquins. Et puis, il y a des formations, des formateurs comme moi qui diffusent. Alors moi, c'est un petit peu la base de la base, la sociocratie. Et puis, il y a des gens qui diffusent des choses encore plus, comment dirais-je, des choses qui se sont inspirées de la sociocratie, auxquelles ils ont rajouté d'autres choses qui leur semblaient complémentaires pour arriver à ce qu'ils appellent des modèles d'organisation et de gouvernance. De mon côté, la sociocratie, vous allez voir, en fait, il s'agit plutôt de principes. Et c'est ça que j'adore, c'est que finalement, elle nous laisse très libre d'inventer notre propre modèle organisationnel plutôt que de nous coller un modèle préexistant, dès lors qu'on respecte les principes coopératifs dont on va parler en partie pendant ce webinaire. Voilà. Donc, ben voilà la génération X. La génération Y, donc pour les personnes qui sont nées entre 1980 et 2000, alors eux, ils ont commencé à s'intéresser, à tester des modes de management en mode projet, pas mal, et bien sûr, la notion de réseau est arrivée, et là, on parle de réseau 2.0. Et enfin, on va se concentrer sur la génération Z. Alors, j'aime bien cette photo avec ce jeune Z qui se prend pour Superman. Et donc, là, on va parler de management 3.0 et on va parler effectivement de leadership, puisque ces jeunes, ce qu'ils vont avoir à développer, c'est leur potentiel de leadership. Et on va voir dans ce webinaire comment on va faire ça. Alors, avant toute chose, je voulais vous parler de cette chose-là. Alors, ça ne concerne pas que les aides, mais c'est quand même important. Le lieu de travail, pour beaucoup de personnes, en fait, il est vu comme un lieu de contrainte. Et donc, il y a des facteurs pathogènes pour la santé, c'est que du coup, c'est générateur de stress. Et puis, on nous a inculqué, à nous, les Y, etc., que pour réussir, eh bien, il fallait souffrir. Voilà. Je ne reviens pas sur l'étymologie du mot travail, mais si vous la connaissez, vous savez comme moi que ce n'est pas quelque chose de très joyeux et de très agréable. Ça ressemble plus à quelque chose de l'ordre du labeur qui demandait effectivement énormément d'efforts. Et donc, on voit bien que pour toutes les personnes, alors en particulier les baby boomers, mais considérer qu'on travaille, enfin, il faut souffrir pour considérer qu'on travaille. Si vous faites un travail qui est agréable et qui ne vous demande pas d'effort, alors ce n'est pas vraiment du travail. Vous avez dû l'entendre lors de conversations peut-être en famille. Et peut-être que certains d'entre vous le croient encore. Bon, bah, dans ce cas-là, ok, mais vous allez sans doute prendre quelques petites prises de conscience aujourd'hui avec ce webinaire. Alors attention, ça risque de pas être toujours très agréable, encore que je me rends compte que toutes les personnes qui s'intéressent à mes webinaires, qui viennent à mes formations, ou mes clients qui me demandent d'intervenir pour les accompagner, généralement, ce sont des personnes qui sont déjà bien préparées et je tombe quand même plus trop sur des personnes qui seraient très loin de ces différentes valeurs. Entre autres, la valeur, c'est qu'on veut que le lieu de travail soit un lieu d'épanouissement. Et donc, la génération Z, eh bien, c'est ce qu'elle attend. Donc là, on ne parle plus de facteurs pathogènes, mais de facteurs de construction, c'est-à-dire que le travail, c'est l'endroit où on va créer du lien social. On veut y trouver aussi du sens, et donc que mon boulot réponde à un certain nombre de mes propres valeurs. Et puis, c'est l'endroit où j'ai envie de me réaliser. Et alors, surtout quand on a 20 ans aujourd'hui, on a toute la vie devant soi et on a un petit peu ces preuves à faire. On a vraiment envie de se réaliser, ce qui est beaucoup moins le cas quand on s'approche de la cinquantaine et qu'on se dit, bon, je me suis pas mal réalisé dans ma vie, j'ai fait pas mal de choses et peut-être que maintenant j'ai envie d'être un peu tranquille, même si la retraite est encore loin, n'est-ce pas, de plus en plus loin, mais on ne va pas aborder ce sujet-là. Alors, les aides, eh bien, qu'est-ce qui est important pour eux? C'est trois choses. Ils veulent
avoir des missions qui apportent du sens, d'accord, avec des objectifs clairs. Et donc, on va le voir tout à l'heure, ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir entrer dans une entreprise qui a une raison d'être qui leur parle. Voilà, une raison d'être vraiment motivante. Alors, la première chose, c'est il faut que l'entreprise ait une raison d'être. Et toutes les entreprises aujourd'hui n'en ont pas. Donc, on va le voir, c'est important, mais il faut, lorsqu'on embauche un jeune, idéalement, c'est le motiver en lui donnant une raison d'être qui soit intéressante, c'est-à-dire qu'il va sentir qu'il contribue à quelque chose qui donne du sens à sa vie et qui est aligné avec ses propres valeurs. Voilà. Alors ensuite, il faudra aussi être clair sur les objectifs, bien entendu ses objectifs à lui en particulier. Ensuite, ce qui est important pour lui, ça va être de recevoir du feedback. Lorsqu'on a 20 ans, eh bien, on le sait, on est inexpérimenté et on a envie d'apprendre. Mais alors, comment apprendre si on n'a pas de feedback de la part de ses collègues, de ses managers, si c'est dans un système encore pyramidal? En tout cas, on va avoir besoin de reconnaissance et donc, enfin, quand on est un Z, eh bien, on aspire à un management collaboratif. On va en parler tout à l'heure pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce management collaboratif. Et puis enfin, ce qui est important, c'est de travailler en groupe. Voilà, avoir un équilibre entre vie pro, vie perso, et puis aussi trouver une belle ambiance, puisque on le sait, et alors ça, il serait bon que maintenant tout dirigeant soit au courant de cette chose-là. Eh bien, dans une organisation, pour qu'elle soit hyper productive, eh bien, il y a comment dirais-je, une condition sine qua non, c'est qu'il faut que les gens s'y sentent bien. Si vous voulez éviter le turnover, si vous voulez éviter les arrêts de travail, si vous voulez éviter les burn-out, si vous voulez éviter aussi de vous retrouver au prud'homme, eh bien, faites un maximum d'efforts pour qu'il y ait une bonne ambiance, de bonnes conditions de travail, de bonnes rémunérations quand c'est possible, hein, si votre boîte fonctionne bien et que vous avez de l'argent. Partagez l'argent, partagez les richesses qui sont créées par l'organisation et vous verrez que tout le monde ira beaucoup mieux. Alors bien sûr, moi j'accompagne des clients qui savent ça, mais qui malheureusement ne sont pas en capacité, par exemple, de proposer des salaires assez stimulants et motivants. Et bien dans ce cas, si ce n'est pas au niveau du salaire, faites en sorte qu'il fasse bon vivre dans votre organisation et vous verrez que pas mal de vos collègues décideront de rester plutôt que d'aller à la concurrence, non pas pour la question du salaire, mais pour tout le reste. Voilà. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est parfois une phrase qu'on entend dans les organisations, en particulier où il fait bon vivre. Alors maintenant, on va passer au point 2. Maintenant qu'on connaît un petit peu, qu'on a bien compris de qui on cause, eh bien, on va passer aux choses concrètes. Comment faire pour intégrer les nouvelles générations dans nos entreprises? Première chose que je vous propose, c'est de vérifier que vous avez la bonne posture managériale pour les personnes qui seraient en posture de dirigeant ou de manager. Ça vaut aussi pour les personnes qui sont dans les organisations horizontales où il n'y a pas de hiérarchie. Dans ce cas, en fait, c'est quand vous êtes un ancien, en fait, et que vous devez intégrer une nouvelle personne qui ferait partie de cette génération Z. Alors, d'ailleurs, si c'est quelqu'un de plus âgé, c'est exactement la même chose, hein, je vous rassure. C'est pas non plus complètement clivé entre les générations, ça parlera à tout le monde en réalité. Je vous invite à adopter une posture soutenante et bienveillante vis-à-vis de vos collaborateurs. C'est-à-dire, et j'aime beaucoup cette phrase, c'est un de mes stagiaires qui m'avait partagé ça une fois, qui me dit: Yanis, en fait, en t'écoutant, ce que je suis en train de comprendre, c'est que tu nous invites à passer de la posture de surveiller, parce que moi je pensais qu'un manager, c'était quelqu'un qui surveillait le travail de ses collaborateurs, et donc qui pouvait dire quand ça allait pas, etc. C'était ça les feedbacks, plutôt des feedbacks négatifs. Là, tu as merdé, pourquoi tu as du retard, etc. Eh bien, c'est passer de cette posture de surveillant à la posture bienveillante de veiller sur. C'est-à-dire que je veille sur toi, je suis à ton écoute, à l'écoute de tes besoins, et lorsque tu rencontres une difficulté pour comment dire, réaliser les tâches qui sont sous ta responsabilité, eh bien, je suis là pour te donner les moyens. En tout cas, on va les chercher ensemble pour que tu puisses faire ton travail du mieux que tu peux. Voilà, ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas cette posture, eh bien, je vous invite à réfléchir comment doucement vous pouvez transformer. Et si vous êtes dans le surveiller,
ça va prendre un petit peu de temps et puis surtout vos collègues ne vont pas comprendre au début ce qui se passe parce qu'ils sont habitués. Mais je vous invite à faire ça parce que regardez, deuxième point, vous allez essayer de développer une posture d'équivalence. C'est-à-dire que si vous considérez que le manager est au-dessus de ses collaborateurs, eh bien, vous n'êtes pas en équivalence. Vous êtes un petit peu comme dans une famille, le papa ou la maman, mais qui est légitime pour prendre des décisions et les imposer à ses enfants. Dans ce cas, je vous invite, si vous ne connaissez pas déjà l'analyse transactionnelle, à vous renseigner là-dessus. Et moi, je propose ça aussi dans mes formations. Comprendre qu'en fait, il y a plusieurs postures. Il y a la posture de parent qui génère systématiquement en face une posture d'enfant. C'est-à-dire que si vous êtes en tant que manager dans cette posture de parent, alors il y a plusieurs postures de parents. Il y a le parent normatif, celui qui rappelle les règles, celui qui surveille. Il y a le parent, ah bah tiens, le parent, je viens de perdre l'adjectif, nourricier. Voilà. Le parent nourricier, ça c'est plus la posture de la maman qui vient pour nourrir, mais du coup qui en fait trop, qui est trop au service de ses enfants et qui fait à la place d'eux. Donc c'est pas bon non plus. Systématiquement en face, on va réveiller l'enfant qui est en chacun d'entre nous, et il y a plusieurs enfants aussi. Le premier, c'est l'enfant rebelle. Si j'ai quelque chose qui est trop, si j'ai quelqu'un en face de moi qui est trop autoritaire, un papa autoritaire, bah, je peux me rebeller. Ou bien, s'il est très autoritaire, que je tiens à mon boulot, bah, je vais être soumis. Et enfin, la dernière posture d'enfant, c'est l'enfant libre. Cause toujours, je fais ce que je veux. En tout cas, systématiquement, et je vous invite à revoir toutes les fois où vous avez joué un petit peu ce rôle de parent, eh bien, vous avez généré en face de vous une posture d'enfant. Ce qui est terrible, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous étiez dans la volonté de faire ce que je préconise ici, d'être dans une posture d'adulte, pour générer une posture d'adulte en équivalence en face de vous, vous êtes arrivé dans un groupe, voilà, un nouveau manager, vous êtes arrivé avec cette volonté-là, mais que finalement, en face de vous, vous n'aviez que des enfants, eh bien, c'est leur posture à eux d'enfants qui a pu générer parfois des réactions de parents chez vous. Donc, quand on prend conscience de tout ça, eh bien, lorsqu'on voit un de nos collaborateurs qui a une posture d'enfant, attention à ne pas rentrer dans son jeu et à bien rester dans votre posture d'adulte. Vous pouvez écouter ses plaintes, ses critiques, etc. Mais restez dans votre posture d'adulte et dites-lui, point numéro 3, que puis-je faire pour t'aider? Voilà. Et alors surtout, j'embraye avec le point numéro 4, être dans votre posture de médiateur, pas de conflit possible. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un collègue qui vient vous voir en mode enfant rebelle, qui vient parce qu'il a envie d'en découdre avec vous. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, vous lui avez demandé quelque chose à faire et puis qu'il n'était pas en capacité pour X raisons, et donc il a décidé d'entrer en tension, en conflit avec vous, il vous en veut, etc. Eh bien, je vous invite à être dans un premier temps en mode médiateur, c'est-à-dire, ok, tu rencontres une difficulté, tu me fais un reproche, donc selon toi, c'est moi qui suis responsable de cette difficulté. Bah, peut-être ouais, peut-être tu as raison, sans doute même, bah, écoute, on va voir ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et vous reprenez rapidement votre posture de coach, puisque il n'est pas possible de rentrer en conflit avec un de vos collaborateurs, étant donné que votre rôle, c'est de veiller sur lui. S'il y a une tension et un conflit, c'est donc forcément de votre faute. En tout cas, mon invitation, c'est à considérer que oui, c'est de ma faute. Si vous rentrez dans ce schéma de pensée qui est hyper classique, quand on nous fait un reproche, eh bien hop, bah non, c'est l'autre. Il y a un système de protection qui se met en place. On n'a pas très envie de considérer que c'est nous qui avons fait des erreurs, etc. Et en plus, on a quand même la légitimité. C'est quand même nous les managers, d'accord? Donc, bah non, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est forcément lui. Je vous invite à remettre ça complètement en question. Parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va lâcher, au lieu d'être en confrontation et d'être dans quelque chose de dur au niveau relationnel, il y a quelque chose qui va lâcher. Et ça peut lâcher tout de suite. C'est-à-dire que dès que la remarque, dès que la critique est faite, acceptez-la. Même si vous pensez qu'il y a un peu d'enfant rebelle dans tout ça, etc. Acceptez-le, et c'est ça, se mettre en posture d'adulte. C'est OK, j'ai pu faire une erreur. Tu sais, je suis humain, comme toi, comme tout le monde.
Je peux faire des erreurs, c'est pas parce que je suis ton manager ou ton dirigeant que je ne fais pas d'erreurs et je suis content d'ailleurs, je te remercie de venir, aussi rapidement me le dire. D'ailleurs, le pire, enfin le plus grand risque dans cette histoire, c'est que la personne ne le dise pas ou le dise trop tard. En réalité, il va falloir encourager, vos collaborateurs à vous dire le plus tôt possible ou à se dire entre eux aussi le plus tôt possible dès qu'il y a une difficulté. Et vous, systématiquement, prendre cette posture de: «Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?» Donc voilà, si quelqu'un arrive avec des flingues dans les poches, tout rouge, envie d'en découdre avec vous, moi, je vous invite, à faire tomber un petit peu la chose tout de suite en disant: «Écoute, c'est important ce que tu dis, tu as pas l'air content et cetera. OK, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?» Voilà. Et alors ça d'ailleurs, je ça vient pas de moi, ça vient d'une série Netflix qui s'appelle New Amsterdam. Je vous invite à la regarder, ça se passe dans le plus grand hôpital, de New York, qui s'appelle New Amsterdam et en fait, c'est le nouveau dirigeant, c'est son motto, c'est son mot d'ordre. C'est ce qu'il fait avec, ses managers et il demande aux managers de faire ça avec leurs équipes et il demande aux équipes de soignants de faire ça avec les patients. Voilà. Je trouve ça absolument génial et en plus, il y a des moments où c'est fin, où on voit justement le moment où tout le stress qui s'abat sur lui, malgré le fait qu'il soit vraiment un exemple de manager coopératif, eh bien, parfois, avec le stress et les soucis qu'il a, eh bien, il pète les plombs et là, on le voit retomber dans les vieux travers du management classique. Et vraiment, c'est très, très intéressant d'un point de vue un peu sociologique que de regarder cette série, au-delà du côté série qui est très sympa. Voilà, donc je vous invite à regarder ça si vous voulez apprendre en même temps que vous faire plaisir. Voilà pour la posture managériale. J'espère que ça vous inspire des choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, je n'y ai pas accès pour l'instant, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans le chat qui s'appelle Q et R et j'y répondrai tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire en introduction, aujourd'hui, c'est un webinaire un peu spécial puisque j'ai un invité à qui je vais donner la parole dans un instant, un jeune de la génération Z qui est manager. Alors, c'est rigolo parce que on pourrait penser que les Z, bah, pour l'instant, étant donné leur âge, ne sont pas du côté des managers. Mais là, c'est intéressant parce que c'est un manager. Il va nous partager une difficulté qu'il a rencontrée et comment il a réussi à transformer après un petit temps où on a travaillé ensemble. Voilà. Alors, deuxième point, partager le pouvoir de décision. Alors ça, c'est quelque chose qui peut faire extrêmement peur. Moi, je me rappelle dans mon organisation, lorsque j'ai commencé mes formations en sociocratie, et puis que le formateur disait, avec son accent québécois, il faut absolument penser à partager le pouvoir de décision. Alors, ce n'était pas très clair pour moi, parce qu'en réalité, il y a plusieurs types de décisions. Alors, le premier point, je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, il va falloir vérifier que le jeune est motivé par notre raison d'être. Voilà. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que notre organisation ait une raison d'être qui soit motivante. Qu'est-ce que c'est que la raison d'être? Si vous n'êtes pas, si vous ne connaissez pas cette terminologie-là, eh bien la raison d'être, c'est une phrase dans laquelle on va retrouver la substantifique moelle de ce pourquoi cette organisation a été créée. C'est-à-dire que lorsque des êtres humains décident de s'associer, y compris si c'est deux personnes, pour faire quelque chose ensemble, c'est qu'ils veulent changer quelque chose dans le monde. Alors, il y a des organisations, il va falloir réfléchir longtemps à qu'est-ce qu'on veut apporter de positif dans le monde. Je pense à des gens qui, par exemple, auraient une chaîne de restaurants de malbouffe, ou bien des gens qui, 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 qui construiraient des armes ou des choses comme ça. Alors pour eux, ça va forcément être un peu plus compliqué de trouver une raison d'être positive, stimulante pour tout le monde, etc. Peut-être la raison d'être de ces organisations, c'est faire de l'argent, tout simplement. Et dans ce cas-là, bah, ça va attirer certaines personnes qui ont aussi la valeur argent très forte. Voilà. Mais en tout cas, je pense surtout aux organisations que j'appelle éthiques et qui sont conscientes qu'elles veulent avoir un impact positif sur le monde. Eh bien, il est important qu'elles affichent leur raison d'être. En termes de communication externe, ça va être potentiellement important. Ça peut être sous le logo une petite phrase comme un slogan. Et puis, en interne, c'est hyper important de rappeler systématiquement que toutes les décisions qu'on prend sont au service de cette raison d'être. Voilà. Et dans la raison d'être, tout à chacun devrait pouvoir trouver à projeter ses propres valeurs.
Voilà, et c'est ça qui va motiver. Donc, quand je vous dis que partager le pouvoir de décision, ça veut dire que potentiellement sur la raison d'être, alors c'est quelque chose qu'on ne revoit pas très souvent, mais on peut la revoir tous les ans, tous les 2 ans plutôt, la remettre sur la table, puis se dire, bon alors notre raison d'être, il y a 2 ans on a décidé que c'était ça, est-ce que ça nous parle toujours ou est-ce qu'on l'a fait évoluer? Et à ce moment-là, il sera important de convier tout à chacun. Alors dans les très grandes organisations, c'est compliqué à mettre en œuvre ce genre de choses, mais en tout cas, avec un système de représentants, d'amener les jeunes de la génération Z à contribuer, à donner leur accord plein et entier, c'est-à-dire qu'on va chercher une forme de consensus sur cette raison d'être, parce que c'est important que tout le monde s'y retrouve vraiment. Donc on va prendre le temps de faire ça, et puis on a des outils. J'ai un outil en particulier que j'utilise pour accompagner les organisations qui veulent travailler sur leur raison d'être. Voilà. Donc c'est important quand on est dans une petite organisation qu'on confie également les nouveaux, les jeunes de la génération Z à participer à ça. Et attention, si le jeune ne donne pas son plein consensus, c'est-à-dire qu'il est complètement motivé par la proposition, eh bien, on va retravailler la proposition jusqu'à temps que tout le monde soit vraiment pleinement motivé. Ensuite, ce qui est super important, c'est de lui confier des responsabilités avec un réel pouvoir de décision opérationnel. En fait, ça va être cette chose-là qu'on va distinguer entre le point 2 et le point 3. Donc le point 3, on va le convier à des réunions pour prendre part à des décisions stratégiques ensemble. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui est stratégique, et ça c'est issu de la sociocratie, tout ce qui est stratégique, on va prendre le temps, lors de réunions de cercle, on appelle ça, avec le processus qui est à gauche. Mon visuel, la décision par consentement, c'est le processus qui nous permet en sociocratie de prendre des décisions stratégiques ensemble. Et donc on les prend par consentement. C'est-à-dire que tout le monde va avoir le pouvoir d'objection et qu'il est important de prendre une décision quand il n'y a plus aucune objection. C'est moins fort que le consensus dont je parlais tout à l'heure. Le consensus, c'est vraiment tout le monde est d'accord, tout le monde trouve ça génial, voilà. Là, on est sur quelque chose qui va un peu moins loin, parce que c'est très compliqué à trouver le consensus fort en tout cas, parce que le consensus mou, ça, c'est assez facile, mais ce n'est pas très intéressant. Donc là, on va trouver quelque chose d'intermédiaire qui s'appelle le consentement. C'est-à-dire que, OK, il faut faire un premier pas, on est sur quelque chose de stratégique, donc on donne son consentement, même si parfois on n'est pas vraiment d'accord avec cette idée-là, mais on considère que c'est important de faire le premier pas, donc on y va, on fait le premier pas, et puis si vraiment ça ne fonctionne pas, on aura tout le temps la possibilité de faire de nouvelles propositions ou d'améliorer les choses. Voilà. En tout cas, ça, on le fait ensemble. Ce qui fait que les jeunes de la génération Z se sentent hyper responsabilisés, comprennent les stratégies qui ont été du coup plus décidées par la hiérarchie, mais par eux-mêmes, puisqu'ils ont participé au processus de décision stratégique. Et du coup, dans la mise en opération, ça va beaucoup plus vite, puisque les gens ont participé à l'élaboration et à la décision sur la stratégie. Du coup, les mises en opération, ils savent pourquoi la stratégie leur demande de faire ça, donc ça va beaucoup plus vite. Là où dans les organisations classiques, c'est la hiérarchie qui prend les décisions stratégiques, et généralement, les gens qui se demandent, mais pourquoi? Ils n'ont pas eu le chemin de pensée de leur hiérarchie. Et du coup, souvent, les gens passent leur temps à critiquer les décisions de la hiérarchie en se disant, mais on ne comprend pas pourquoi, c'est complètement débile. Nous qui sommes sur le terrain, on voit bien que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et du coup, on perd du temps, on perd de l'énergie, on crée du stress, on crée des tensions, on crée tout un tas de choses absolument désagréables qui vont non pas améliorer le travail en équipe et le travail dans l'organisation, mais bien au contraire, le rendre parfois exécrable. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de confier des responsabilités à nos jeunes avec un réel pouvoir de décision opérationnel. Je vous donne un exemple. Euh, je me rappelle de Caroline qui était chargée de communication dans mon ancienne boîte. Et alors, moi, je suis un créatif, j'ai beaucoup d'idées, etc. Et j'allais la voir, la chargée de com, je n'y connaissais pas grand-chose en communication, mais la communication, c'est quand même, vous voyez, c'est l'image de ma boîte, quoi. Donc, je lui dis, écoute, j'ai plein d'idées, je pense à ça, ça, ça. Et puis, je voyais que c'était son tout premier poste, elle avait 23, 24 ans. Donc, elle était sans doute un peu, même plus jeune que ça, je crois, 21 ans. Un peu impressionnée. Le directeur venait la voir pour lui donner des idées, etc. Mais ça ne correspondait pas ni à ce qu'elle avait étudié euh, et qui lui semblait cohérent par rapport à la com, ni par rapport à ses envies à elle. En tant que responsable de la com, elle avait des envies de faire des choses, etc. Et donc, il y a un moment où je lui ai dit, écoute, il ne faut pas que
tu te stresses. Moi, j'ai besoin de pouvoir dire mes idées. Ce qui me ferait plaisir, c'est que tu les prennes juste en note et après, tu fais ce que tu veux et tu n'as pas à justifier. C'est-à-dire que soit tu trouves que mes idées sont intéressantes et tu t'en inspires, soit tu les trouves pas intéressantes et tu fais ce que tu veux. Et puis, je verrai bien le résultat. Et alors, ce qui est important, et ça, c'est pas facile en tant que manager, surtout comme, quand on a été comme moi un mauvais manager, très dirigiste auparavant, eh bien, il faut apprendre à se dire, bon, quand je vois le résultat, la plaquette est sortie, ok, ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'aurais voulu, et en même temps, c'est pas mon job, quoi. Et c'est important que Caroline, en l'occurrence, ait la pleine responsabilité de sortir la plaquette qui lui fait plaisir, etc. Alors, dans ma petite histoire, et j'aime bien la raconter, alors je suis désolé, Caro, si tu vois ce webinaire, mais il y a des fois où le site internet ou les plaquettes, ça ne me correspondait pas vraiment et j'étais pas complètement satisfait. Par contre, j'ai pu observer une chose, c'est que tant que Caro était avec nous, ça fonctionnait. On avait plein de clients, on avait du monde à venir à nos formations, etc. Ça roulait, tout était bien organisé, ça fonctionnait vraiment bien. Le jour où Caroline nous a quittés, et qu'on n'a pas pu, on n'avait pas les moyens de la remplacer, eh bien, tout s'est cassé la figure. Voilà. Et donc, bah, moi, j'ai essayé de faire de la com un peu comme je l'entendais. Je respectais sans doute pas les codes et tout un tas de choses que je ne connaissais pas. Ça me convenait mieux à moi, mais ça convenait beaucoup moins aux clients qui, tout à coup, ont été beaucoup moins présents. Voilà. Donc, merci Caro, merci à la sociocratie pendant toute cette période de m'avoir fait découvrir ô combien il est important de vraiment déléguer et de pouvoir dire aux jeunes, bah, écoute, moi je pense ça, mais comme c'est ta responsabilité, en réalité, tu fais ce que tu veux. Voilà. Allez, on continue. Alors, dernier point, je vous encourage à chercher à empuissancer ces jeunes qui arrivent dans votre organisation. Comment faire? Eh bien, vous allez les soutenir dans le développement de leurs 5 pouvoirs. Et donc là encore, vous allez prendre une posture de coach. On va voir les pouvoirs qui sont à gauche sur mon visuel dans un instant. Vous allez aussi penser à leur formation, bien entendu. C'est important pour chacun d'entre nous, mais ça, si vous travaillez dans les RH ou bien si vous êtes un dirigeant conscient de l'importance de ces questions-là, ben, voilà, c'est un peu redondant ce que je vais dire, mais c'est important de penser à l'avenir de chacun et il faut que chacun ait la sensation d'avancer dans sa carrière. Voilà, vous ne pouvez pas laisser pendant 10 ans une personne à son poste sans lui proposer des formations pour qu'elle évolue, etc. Ça fait partie de son empuissancement personnel. Alors parfois, et c'est l'idéal pour la structure, c'est des formations en lien avec son job, et puis parfois, c'est des formations qui ne sont pas forcément en lien avec son job, mais qui vont faire que la personne va aller se nourrir sur des choses différentes. Et en fait, lorsqu'elle se nourrit de choses qui apparemment n'ont pas de lien direct avec ses responsabilités dans la boîte, eh bien, en fait, on se rend compte qu'elle va donc utiliser ces nouvelles connaissances et qu'elle va pouvoir malgré tout les réinjecter dans la boîte. Et ça peut être absolument génial, surtout si c'est en lien avec des soft skills, des choses comme ça. Toute la boîte va en bénéficier au final. Donc, je vous encourage vraiment à ouvrir cette question de la formation, y compris sur des choses qui sont différentes de Excel, Word et compagnie, pour permettre aux gens vraiment d'apporter de nouvelles choses dans votre organisation. Et puis enfin, il faut les responsabiliser rapidement, et tout en leur donnant le droit à l'erreur. Ça, c'est important et de pouvoir le dire. Alors, vous le dites lorsqu'ils arrivent dans votre boîte, vous avez le droit à l'erreur, etc. Mais du coup, lorsqu'ils vont faire des erreurs, eh bien, c'est important que vous puissiez les soutenir, comme on a vu tout à l'heure, vous puissiez être bienveillant et leur dire, écoute, si tu as fait une erreur, c'est que sans doute, voilà, bah, ça arrive, hein, on est tous des humains, donc bah, comment on fait pour ensemble essayer de gommer les conséquences fâcheuses de cette erreur, etc. Et puis la prochaine fois, comment on fait pour ne plus faire ce type d'erreur. Voilà. Alors je reviens rapidement, et c'est la fin de ma présentation, sur les 5 pouvoirs qui sont à gauche. Alors ça, c'est aussi issu de toute ma compréhension de la sociocratie, et en particulier de ce qu'on vit dans le moment de décision par consentement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce processus qui permet de prendre des décisions stratégiques ensemble. Eh bien, on va tenter de développer le pouvoir d'écoute et de compréhension de nos collaborateurs. Pour ça, on va mettre en place une règle, c'est qu'on ne va pas se couper la parole. Pas simple, hein, pas simple du tout. Et pourtant, si vous deviez retenir qu'une chose de ce webinaire, je vous dirais, c'est ça, prenez ça. Arrêtez de couper la parole à vos collaborateurs et instaurez cette règle de on s'écoute.
Et donc, on ne se coupe pas la parole pour vraiment écouter les personnes jusqu'au bout. Lorsque je fais ça, je développe vraiment mon pouvoir d'écoute et de compréhension. Et attention aussi à essayer de développer son pouvoir de compréhension en écoutant pour comprendre et pas en écoutant pour contrecarrer les idées de l'autre. Voilà. Parce que moi, j'ai joué à ce petit jeu-là pendant les premières années de ma vie professionnelle, pas très, très intéressant. Vouloir montrer à tout le monde qu'on est le plus intelligent, etc., c'est pas très, très intéressant. Il vaut mieux écouter pour essayer de comprendre qu'écouter pour essayer de contrecarrer et de faire comprendre à l'autre qu'il a tort. Alors, ou alors vous faites de la politique, là c'est un champ où a priori c'est fait pour ça. Voilà. C'est pas très constructif ce qui s'y fait malheureusement, et je pense qu'ils auraient bien à apprendre de nos histoires de coopération, mais voilà, c'est un petit peu le jeu. Ensuite, on va développer le pouvoir d'expression, d'influence et de contribution. Ben oui, si on ne me coupe pas la parole et que j'apprends à m'exprimer avec authenticité, clarté, assertivité et synthèse, eh bien, je vais être de plus en plus clair. Donc, je vais pouvoir euh, exercer une influence sur le groupe et je vais pouvoir avoir la sensation de vraiment contribuer. Donc, si je développe ce pouvoir-là, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, qui fait du bien et qui est super épanouissant, à la fois pour moi en tant qu'individu et puis pour le groupe plutôt que d'avoir quelqu'un qui n'est pas clair, qui n'est pas assertif. Vous savez, c'est les gens qui, au lieu de dire leur opinion, posent des questions. Alors, est-ce qu'il ne serait pas bon plutôt de considérer que peut-être ceci, cela? Ben non. Est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu considères? Bah oui, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense ça. OK, là, c'est plus clair. Merci. Voilà. On va développer aussi le pouvoir de proposition. Alors ça, c'est surtout pour les personnes qui passent leur temps à se plaindre, qui a plein de trucs qui vont pas. Et alors les plaintes, ça pompe l'énergie positive. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est important cette histoire d'ambiance dans une organisation, eh bien, on va transformer les plaintes en propositions. Pour ce faire, il y a une petite règle qu'il faut apprendre, c'est je suis responsable de la satisfaction de mes besoins. Donc, je ne peux pas reprocher ni à mon supérieur hiérarchique, ni aux dirigeants, ni à mes collègues euh, de ne pas subvenir à mes besoins et que donc c'est à cause d'eux que je ne peux pas faire mon boulot, etc. Si vous voulez, OK, on peut se le dire dans sa tête, ce n'est pas un souci. Par contre, on est constructif et donc, pouf, dès qu'on a un truc qui ne va pas, on s'entraîne à faire des propositions. Et donc, si vous êtes manager et que vous avez un jeune qui vient vous voir en vous disant ouais, j'ai telle difficulté, etc., moi, je vous invite à lui dire OK, qu'est-ce que tu proposes? Je vous rappelle la phrase qu'est-ce que je peux faire pour toi, mais c'est pas, je ne vais pas faire à ta place. Et c'est bien à toi de me dire qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et peut-être c'est pas moi d'ailleurs qui vais faire quoi que ce soit. Peut-être c'est toi. Donc j'ouvre un espace et je te pose la question qu'est-ce que tu peux faire? Ou qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Parce que si moi j'ai la disponibilité et tout ça, bien sûr, je suis là pour t'aider, pas de souci. Mais si j'ai pas le temps, si j'ai pas la disponibilité, peut-être toi tu peux faire quelque chose. Et puis on réfléchit rapidement tous les deux, ah ouais, dans cette situation, quelle proposition on pourrait faire, voilà. Et après, de deux choses l'une. Si c'est opérationnel, bah, tu mets en place, puisque tu as un certain nombre de responsabilités opérationnelles, hein, je vous rappelle la slide d'avant. Si c'est stratégique, par contre, c'est se dire, OK, on va soumettre ça à la prochaine réunion de notre service, dans lequel on parle de la stratégie, et on va prendre la décision tous ensemble. Voilà, puisqu'elle potentiellement, si elle impacte le groupe, c'est donc de la stratégie, eh bien, on va soumettre ça au service. Enfin, alors non, pas enfin, il y a un dernier pouvoir après, mais on va développer le pouvoir d'objection, c'est hyper important, pour être en capacité de se protéger et de protéger ce qui est important pour moi ou pour lui, pour ce jeune, eh bien, on va lui confier le pouvoir d'objection et on va lui rappeler aussi régulièrement, en particulier s'il dit: «Oui, je ne suis pas d'accord, gna 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 gna», on va dire: «OK, est-ce que tu as une objection?» Parce qu'en fait, au lieu de, pareil, pourrir un peu l'ambiance en envoyant du négatif, en critiquant des choses, et cetera, on va inviter le jeune, et ça, le jeune, et d'ailleurs, les moins jeunes, ça fonctionne pareil, hein. En sociocratie, il n'y a pas de différence d'âge pour tout ça. C'est juste que ça va particulièrement parler à la génération Z, mais les autres, ça peut tout à fait leur parler tout autant. On va les inviter à réfléchir à cette notion d'objection. C'est-à-dire, tu peux ne pas être d'accord, tu peux trouver ça pas terrible, et cetera, mais est-ce que tu as une objection? C'est-à-dire, est-ce que si on le met en place malgré tout, il va y avoir des conséquences fâcheuses qui sont tellement fâcheuses que tu dois bloquer ce système? Si oui, dis-nous,
quelles sont les conséquences fâcheuses qui vont arriver. Et sinon, eh bien, laisse faire. Tu peux ne pas être d'accord et pour autant donner ton consentement pour que ça se fasse quand même. C'est pas grave. Et parfois, je vous donne un exemple, quelqu'un va dire oui, mais il y a un risque. OK, le risque, il est à combien sur 100%? Si le risque est à 5, 10, 20%, est-ce que ça vaut le coup que tu bloques? Est-ce que ça vaut pas le coup que tu fasses confiance à tes collègues qui, eux, ont envie de prendre ce risque pour voir ce que ça donne? Si le risque est à 90% ou 100%, et qu'effectivement, tu arrives à nous convaincre que le risque, il est très important. Je vous donne un exemple. C'est, en fait, il existe une loi qui fait que si on fait ce qu'on est en train de dire là, eh bien, on va être hors la loi. Et donc, il va y avoir des conséquences fâcheuses parce que potentiellement, on peut avoir un contrôle, on peut avoir ceci, cela, bref. Il va y avoir des conséquences fâcheuses et ça, c'est du 100%. Bon, bah dans ce cas-là, merci de nous l'avoir dit, on n'était pas au courant. Parce que même si tout le monde est censé connaître la loi, tout le monde ne la connaît pas. Donc, merci de nous l'avoir dit, Génération Z, et on ne va pas prendre la décision. Alors, je vous jure que quand on montre à un jeune qu'on s'apprêtait en groupe à prendre une décision, que globalement, il y avait le consentement de tout le monde, que grâce à son objection, parce que l'objection, c'est un cadeau, grâce à son objection, on ne l'a pas prise, on l'a transformée et on a pris une autre décision qui est meilleure. Mais le jeune, il est hyper fier de ce qu'il a fait. Et du coup, là, c'est une preuve que vous lui donnez vraiment du pouvoir dans cette organisation, qu'il peut vraiment contribuer. Et alors là, je ne vous ai pas parlé, mais une objection, ça peut être aussi, là, il y a une proposition qui est sur la table, et puis en fait, il va y avoir des conséquences fâcheuses sur moi. Bah, c'est important que je puisse me protéger. Et donc, que je puisse dire non, j'ai une objection. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, voilà la conséquence qu'il va y avoir sur moi. Et moi, je n'ai pas envie de vivre ça. OK, bah, désolé, on ne l'avait pas vu et OK, super, bah, on la prend en compte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, pour éviter cette objection? Et on améliore notre proposition pour la valider sous forme de décision qui convienne du coup vraiment à chacun, en tout cas no pour laquelle chacun va donner son consentement. C'est un exercice vraiment puissant, vraiment fort et pour l'avoir expérimenté, dans mon organisation avec des jeunes, c'est dingue, quoi. Alors après, il y a, ça, je n'avais pas prévu de vous le dire, mais il y a quand même un double effet qui se coule. Il faut que je vous le dise, il faut que je vous prévienne. C'est que malheureusement, lorsque vous donnez ce type d'expérience à un jeune, eh bien, il va devenir absolument rétif et en difficulté pour aller ensuite travailler dans des boîtes classiques. Voilà. Lorsque vous avez fait l'expérience d'une organisation bienveillante, coopérative, retourner dans le monde d'avant, dans le monde du XXe siècle et des autres siècles où il y a des prises de pouvoir, des gens qui se sentent légitimes parce que managers, parce que dirigeants ou je ne sais pas quoi, et qui imposent des choses et qui ne prennent pas en compte les gens et qui ne donnent pas le pouvoir de proposition, qui ne donnent pas le pouvoir d'objection. En gros, des gens qui sont inconscients de tout ce que je viens de vous raconter, eh bien, c'est violent, c'est vraiment dur. Donc là, j'ai quand même quelques anciens stagiaires qui me partagent des expériences et qui me disent ouais, ô combien c'est difficile parce que quand on a développé notre conscience de toutes ces choses que je viens de vous raconter et qu'on est face à des gens qui ne sont pas conscients de tout ça et qui font n'importe quoi, bah, c'est un peu compliqué parce qu'on ne va pas les former. On ne se sent pas légitime pour leur dire attends, il y a 5 pouvoirs, j'aimerais bien que tu m'aides à les développer puisque tu es mon manager ou et là tu fais tout le contraire, tu es dans une posture de parent normatif, etc. Bah oui, c'est forcément un peu compliqué. Allez, dernier pouvoir, c'est le pouvoir de solidarité. J'aide les autres à satisfaire leurs besoins dans la limite de mes limites. Et lorsqu'on a tout ça, il y a quelque chose vraiment de complet avec ces pouvoirs-là, eh bien normalement, on devrait pouvoir vivre dans la joie, la bonne humeur et la productivité dans notre organisation. C'était la fin de mon intervention. Maintenant, là, je vous mets mes coordonnées ycamu35@gmail.com. J'en profite pour vous dire que j'offre 1 heure de coaching pour toute personne qui rencontrerait des difficultés, soit en lien avec cette notion d'intégration des jeunes générations dans leur entreprise, mais aussi en lien avec la notion de coopération, de management, de prise de décision, comment optimiser les choses, parler de la raison d'être, etc., etc. Donc tout ça avec la sociocratie, bien sûr. Et puis la petite surprise, mais certains l'ont vu sur les réseaux d'aujourd'hui, c'est que je vais convier un jeune à nous partager des choses. Tac, tac, tac. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat Q&R, la questions et réponses. Donc, n'hésitez pas s'il y a des points sur lesquels vous voulez que j'accentue quelque chose. Et en attendant,
je vais convier Manda. Hop, où es-tu, Manda? Alors, les participants sont où? Mince. Alors, attendez, je vais arrêter le partage, ça va être plus simple. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas les participants. Comment ça se fait? Manda, voilà, tu es là. Alors, Manda, je te fais apparaître sur l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Voilà, salut Manda. Donc, je vous présente Manda, qui est un jeune, comme on peut le voir, un jeune manager. Donc, c'est un Z. Voilà à quoi ça ressemble un Z. Et Manda, dans un premier temps, j'aimerais bien que peut-être tu te présentes rapidement, tu nous dises ce que tu fais, dans quel champ tu travailles, et puis après, j'aurai d'autres questions à te poser. Et alors, chers auditeurs, moi, je vous invite à noter vos questions dans QR. Ça peut être des questions que vous avez à poser à Manda, et ça peut être des questions que vous voulez me poser à la fin de ce webinaire. Manda, qui es-tu? Alors, merci Yanis. Moi, c'est Manda. Je suis manager d'une équipe de 5 personnes actuellement spécialisées dans le référencement SEO. Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager une petite anecdote de ma vie professionnelle qui m'a beaucoup appris, surtout sur l'importance d'avoir une très bonne posture managériale pour bien gérer l'équipe, que ce soit beaucoup plus voilà, efficace et productive. Donc, en fait, Excuse-moi, dernièrement, excuse-moi de oui, te couper un tout petit instant. En fait, lorsqu'on s'est parlé, lorsqu'on a travaillé ensemble, effectivement, tu m'as partagé, mais tu allais sans doute nous l'expliquer, que tu manages des gens qui sont plus âgés que toi, du coup. Donc là, c'est un peu inversé, c'est le Z qui manage des X et des Y. Et puis, il y avait une petite anecdote que j'aimerais bien que tu nous racontes. Bah, c'est ce pourquoi tu m'as questionné. Et puis après, que tu nous montres comment ça a évolué aussi, quoi. oui. Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, je voulais partager aujourd'hui une petite anecdote là, de ma vie professionnelle qui m'a beaucoup appris sur l'importance de la posture managériale. En fait, dernièrement, j'ai recruté une équipe voilà, qui est beaucoup plus âgée que moi. Moi, j'ai à peine 24 ans. Et là, je suis dans l'obligation de recruter des seniors, donc des personnes qui ont 10 ans d'expérience de plus que moi, avec des super qualités, des super compétences. Et moi, derrière, on m'avait mis dans les postes de manager. Donc, c'est moi qui allais manager ces équipes-là, qui allais voilà, veiller à ce que chaque collaborateur, chaque collaboratrice puisse atteindre leur objectif dans l'équipe. Donc, le souci, c'est que en fait, je suis tombée sur une personne. Donc, déjà, pour vous partager un petit peu, moi, j'ai toujours travaillé dans des grandes entreprises qui avaient ce système assez classique du management, c'est-à-dire il y a toujours là le manager, voilà, ils se sont un peu privilégiés, c'est lui qui prend des décisions, donc c'est lui voilà, qui donne des instructions, et toutes les équipes derrière, donc voilà, toutes les restes membres de l'équipe, ils étaient là pour suivre les instructions et voilà, et faire le travail dicté, je dirais comme ça, dicté par le manager. Et moi, j'ai toujours eu cette image comme quoi, si je suis manager, je suis là pour instaurer les règles, faire en sorte que chaque personne qui travaille dans l'entreprise puisse respecter les règles, puisse atteindre ses objectifs et puis vraiment suivre les instructions et le workflow euh, instauré par les dirigeants de la société et par les cadres. Le souci, c'est que moi, j'avais cette image-là. J'ai recruté une personne qui est beaucoup plus âgée que moi, avec beaucoup plus d'expérience, qui connaît plus que moi dans le domaine. D'ailleurs, des fois, elle me fait des petites remarques. Voilà, je pense que le mieux sera ceci. Donc, elle m'aide beaucoup, mais moi, j'ai pas pris du tout connaissance de ce genre de choses. Donc, là, en fait, moi, je voulais surtout me positionner en tant que manager, en tant que chef. Donc, elle, elle n'aimait pas du tout ce genre de choses. Donc, elle n'est pas aimée. Pourquoi? Parce qu'elle, elle voulait, voilà, elle s'est mis dans la tête peut-être que je suis jeune, je ne peux pas donner des ordres voilà, à d'autres, à elle, parce que voilà, je suis
jeune, elle a 10 ans d'expérience plus que moi, donc ça va être pas surtout moi qui va donner des ordres ou voilà, lui dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Alors que moi, je voulais à tout prix me faire respecter, genre c'est moi qui est ton chef, c'est moi qui est ton supérieur hiérarchique, c'est toi qui dois me respecter, donc je voulais me faire respecter à tout prix. Et elle voulait pas de ce genre de choses, parce que moi, je donnais des ordres, des instructions. C'est vraiment le sens, hein, parce que je donnais vraiment ma façon de parler. C'était vraiment ce genre de choses, genre, fais ceci, fais cela. Je n'ai jamais pris le temps de demander comment je peux t'aider à t'en sortir sur ce problème-là. À chaque fois qu'elle fait des petites erreurs, je suis là toujours pour la blâmer. Donc là, je me positionne en tant que supérieur hiérarchique, en tant que personne voilà, supérieure à elle. Et elle n'a pas du tout apprécié ce genre de choses. Et on est entré dans une sorte de conflit de génération, pas de génération, mais aussi de pouvoir. Donc, elle voulait se faire respecter comme quoi c'est moi qui connais cette chose. Voilà, elle m'a fait des remarques sur ma façon de gérer, sur ma façon de faire les choses. Et surtout, elle m'apprend à moi des choses que moi, je ne connais pas. Donc, moi, j'ai très mal pris. Genre, comment ça se fait que c'est toi qui m'apprends? Et à un certain moment, je me sentais un peu menacée. Genre, est-ce que toi, tu vas prendre ma place? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Donc, à chaque fois qu'il y a des points, et on s'engueule tout le temps, il y a vraiment beaucoup de sarcasme lorsque nous discutons, même dans les réunions. Et là, il y a vraiment voilà, un sentiment de mal à l'aise à chaque fois que je fais un entretien ou un point avec l'équipe. Donc, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que toi, tu vas encore dire aujourd'hui? Quelle scène est-ce que tu vas encore faire? Je pense qu'elle aussi, elle a ce genre de choses dans sa tête, genre, est-ce que tu vas encore me blâmer? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais encore, voilà, quel genre d'ordre est-ce que je vais encore recevoir? Et là, on est vraiment dans un conflit infernal auquel je voulais vraiment me sortir parce que à un certain moment, je commençais à être mal à l'aise. Voilà, il n'y a plus d'ambiance au travail et ça impacte énormément la production. Donc là, Yanis, tu m'as expliqué un petit peu le modèle de l'analyse transactionnelle de la communication et l'importance de chaque posture. Donc là, je me vois en tant qu'une personne parent, donc le parent normatif qui aime instaurer les règles, voilà, pour que tout le monde soit soumise. Et derrière, elle, je dirais que c'était un enfant plutôt rebelle. Donc, elle s'est dit, voilà, je connais plus, je connais beaucoup de choses que toi dans ce domaine, je suis beaucoup plus expérimentée que toi. Donc, elle voulait pas surtout que je sois, voilà, que c'est moi qui donne les ordres, qui dit à elle ce qu'elle doit faire ou pas. Donc là, j'ai carrément essayé de changer de posture sur ma façon de voir les choses parce que je pense que c'est une question de mentalité. Et c'est aussi cette image que j'avais eue en travaillant dans des grandes sociétés auxquelles je voyais toujours mon manager qui est en train de me dire arrête de faire ceci, fais plutôt cela. Et c'est moi qui posais toujours la question voilà, qu'est-ce que je dois faire ou pas. Donc j'étais un peu dans cette posture enfant auquel, voilà, il a toujours le manager qui était là. J'étais pas super autonome parce que là, je me rends compte que je dépendais carrément de mon manager. J'arrive pas à prendre des décisions toute seule. Et voilà, j'étais vraiment j'avais vraiment cette image-là. Je voulais changer à tout prix, voilà, en étant une personne adulte, c'est-à-dire que je la donne la responsabilité et je me suis mis dans la tête que moi, je suis pas là pour la dire ce qu'elle doit faire, je suis là pour l'aider, donc pour qu'elle soit meilleure, pour qu'elle soit beaucoup plus productive au travail et pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs à elle. Donc, à partir du moment où moi, j'ai décidé de changer de posture, donc lorsque elle m'envoie, par exemple, des remarques, ben, moi, je me suis dit, ah bien, merci de me faire remarquer, je ne savais pas, sans toi, j'aurais pu faire les mêmes erreurs avant. Donc, on est vraiment dans une sorte de entraide. Et moi, à chaque fois, je leur envoie un message assez sympathique. Écoute, moi, je suis là pour t'aider. Donc, s'il y a des questions, je suis là pour t'aider. C'est moi qui est à ton service, quoi. Donc, c'est moi, en tant que manager, qui travaille pour toi, pour que toi, tu puisses t'épanouir pleinement, parce que c'est mon rôle et non pas vraiment, et non pas vraiment
c'est toi qui dois m'obéir parce que je suis le chef, donc je me sens un peu privilégié par rapport aux autres. Mais voilà, donc là actuellement, ça passe très très bien parce qu'on commence à avoir des discussions. Avant, c'était vraiment ultra rigide comme conversation. Bonjour, comment tu vas? Même dans nos conversations par SMS. Donc, des fois, on s'échange beaucoup par SMS. Voilà, la communication a été très rigide, elle était vraiment très crue. Genre, on parlait jamais de choses personnelles. Voilà, et là, actuellement, on commence à faire des petites blagues entre nous et on commence vraiment à bien s'entendre. Et là, j'ai vu qu'elle a vraiment de grands potentiels. Et aujourd'hui, elle m'apprend beaucoup de choses. Elle m'apprend beaucoup de choses que moi, je ne connais pas parce qu'avant, lorsqu'elle avait 10 ans d'expérience, je me suis dit, bon, donc sûrement tu vas prendre ma place, tu es beaucoup plus qualifié que moi. Mais là, je vois que c'est toi qui vas m'apprendre beaucoup de choses parce que je suis assez novice dans ce domaine et que toi, tu as 10 ans d'expérience. C'est toi qui vas m'apprendre à ce que je puisse grandir. Et moi, de mon côté, je veux t'aider du mieux que je peux par rapport à mes connaissances parce que ça fait pas mal de temps aussi que je bosse pour la société. Voilà, comment il faut bien faire les choses. Et là, on commence vraiment à bien s'entendre et voilà, on devient de super potes. Alors qu'avant, voilà, on se disait même pas bonjour. En fait, la communication était juste trop professionnelle pour vous dire. Donc là, tout se passe bien. Je suis super content d'avoir fait ce grand pas. Et là, actuellement, on est sur une très bonne longueur, voilà, trop bien, même longueur d'onde, et sur une très très bonne voie en termes de production parce que ça a changé carrément. La production avant, elle se sentait pas du tout épanouie, elle ne se sentait pas du tout à l'aise. Là, actuellement, tout a vraiment changé pour elle. Je vois qu'elle est beaucoup plus productive qu'avant. Et moi, je laisse vraiment le temps à elle de s'exprimer. Si elle a des idées, et j'encourage actuellement pour qu'elle puisse s'exprimer parce que je vois qu'avec toutes ses compétences et tout, voilà, elle pourra apporter de grandes choses pour la société, quoi. Super. Voilà. Et Manda, j'avais une dernière question à te poser. Oui, Alors, j'ai lancé aussi dans le chat, je ne sais pas si tout le monde voit ce que j'ai écrit, j'ai proposé que vous posiez soit des questions à Manda ou moi, soit des réactions. Alors ça, d'ailleurs, la différence entre questions et réactions, c'est aussi quelque chose issu de la sociocratie. Des questions, c'est vraiment pour mieux comprendre quelque chose qui aurait pu être dit ou approfondir quelque chose. Et des réactions, c'est pour vous-même vous exprimer sur ce que vous avez entendu. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec quelque chose et avoir envie de le reformuler à votre manière ou de le dire encore plus fort, par exemple. A contrario, vous pouvez ne pas être d'accord et avoir envie aussi de le dire, ou peut-être que j'ai raconté des bêtises à un moment donné et que vous avez envie de le dire. Donc, n'hésitez pas à écrire tout ça dans le Q&R. Je peux même vous donner la parole. On peut même vous voir si vous l'acceptez, un peu comme j'ai fait avec Manda, là, pour continuer les échanges. Merci en tout cas à Isabelle qui laisse des réactions positives sur le webinaire. Et puis, Manda, la dernière question que je voulais te poser, c'était par rapport à ce webinaire. Donc, la dernière fois, quand on avait travaillé ensemble, je t'avais dit un certain nombre de choses. Et puis, voilà, tu viens de décrire la prise de conscience et puis ce qui s'est transformé dans ta posture par la suite. D'ailleurs, je suis impressionné parce que j'ai l'impression que ça a été très rapide chez toi. Mais ça, je pense que c'est plus simple, effectivement, avec quelqu'un de 24 ans que quelqu'un de 50 ans qui a déjà eu derrière lui 30 ans 25-30 ans d'expérience où il a fait pas mal de conneries en tant que manager. En tout cas, tu vois, il a eu une posture très classique, pas toujours bienveillante. Et donc, désapprendre ce que tu as fait pendant 25 ans, c'est plus difficile que de désapprendre ce que tu as fait pendant peut-être, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans. Voilà. En tout cas, dans ce webinaire d'aujourd'hui, tu as dû entendre de nouvelles choses. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement parlé en tant que Z, que ce soit en tant que manager ou en tant que potentiellement manager, parce que si tu es manager, tu as aussi des managers au-dessus de toi, j'imagine. Donc, tu peux te transposer exactement. tu vois, des deux côtés. Voilà, je te laisse répondre s'il y a quelque chose qui te vient. Oui, c'est surtout sur l'importance voilà, de la prise de décision. Donc, moi, j'aurais aimé le connaître avant. Donc, voilà, à donner un peu plus de parole aux jeunes, voilà, une façon de s'exprimer parce que voilà, ils s'identifient le plus. Moi, j'ai travaillé dans une société
auparavant qui ne laissaient pas vraiment la parole aux jeunes, alors que ces jeunes, ils sont fraîchement diplômés, ils connaissent beaucoup plus le fonctionnement du monde actuel, surtout sur le marché digital. Je trouve que c'est vraiment dommage que ces jeunes ne puissent pas s'exprimer parce que la société considérait justement que voilà, ces jeunes n'ont pas assez d'expérience, alors qu'ils ont une autre vision de leur côté qui pourrait aider l'entreprise. Et justement, parce que le fait est qu'un jeune puisse avoir, même si, bien sûr, ce sont que il a des managers en dessous, et des personnes qui, dans le CODIR, des gens qui sont dans des conseils de discipline, des gens qui sont, voilà, qui sont cadres, qui sont bien placés, c'est eux généralement qui prennent des décisions. Je pense que l'important, qu'il est super important de donner à ces jeunes-là l'opportunité de s'exprimer parce que là, ils s'identifient plus sur l'entreprise, voire voilà, ils ne sont pas là en mode, voilà, on me paye, je reçois juste le salaire en fin du mois, je suis juste là pour acquérir plus d'expérience. Mais le simple fait est que voilà, on laisse la parole à eux, voilà, on va prendre une décision, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça le permet de s'identifier auprès de l'entreprise, genre, voilà, moi j'ai une importance dans cette entreprise et j'ai participé à une décision dans cette entreprise-là. Donc ça veut dire que moi j'ai ma place, j'ai une grosse importance dans cette société-là et j'ai envie de rester et de m'évoluer parce que voilà, une des grandes raisons des turnover actuellement aussi, c'est que surtout pour les jeunes, c'est qu'ils ne s'identifient pas auprès de l'entreprise, ils sont là juste là pour recevoir des ordres et tout, alors que je pense qu'ils peuvent très bien aider l'entreprise en donnant leur propre avis, leur propre opinion. Alors c'est vrai aussi qu'ils manquent d'expérience, mais peut-être que leur vision des choses pourrait, voilà, qui pourrait vraiment améliorer, surtout dans cette société, parce que il y avait une personne qui avait eu à peu près ce genre de modèle, qui voulait un petit peu parler un petit peu du management de la société. Ils disent que voilà, il faut que tout le monde puisse prendre un peu la parole et tout, mais voilà, on n'a pas trop donné l'occasion de s'exprimer, de parler. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que si, par exemple, on lui laissait un peu le temps de s'exprimer sur la façon de manager l'entreprise, parce que c'est un peu ce genre de modèle-là qu'il avait découvert, ce modèle qui pourra mieux fonctionner, je pense que l'entreprise aurait fonctionné carrément autrement et on aurait assisté à d'autres changements, d'autres résultats que notre entreprise a actuellement, quoi. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, avant de clore ce webinaire, parce que je ne vois pas de questions arriver, ni de réactions, moi j'aimerais bien qu'on utilise un des outils de la sociocratie et que plein d'autres gens utilisent dans toute leur facilitation de réunions coopératives. On appelle ça la ronde de clôture. Alors, je ne vais pas avoir le temps de questionner chacune d'entre vous, mais j'aimerais bien donner la parole à deux, trois personnes qui aimeraient nous dire qu'est-ce qu'elles retiennent de ce webinaire en conclusion? Est-ce qu'il y a des choses qui vont leur être utiles ou pas? Elles peuvent avoir aussi des idées d'amélioration, hein, puisque bah, je suis toujours très preneur d'idées pour améliorer ces webinaires. J'ai envie que ça attire du monde, j'ai envie que les gens en parlent, j'ai envie que toutes ces idées se diffusent dans les organisations françaises et ailleurs. Donc, est-ce que par exemple, Cécile Filion, vous seriez OK si je vous donne non seulement la parole, mais que je vous mets aussi en vidéo? Alors peut-être juste avant, je te remercie Manda. À très bientôt. Plein de belles choses à toi dans ton entreprise. Et puis n'hésite pas à me donner des nouvelles au fur et à mesure que les choses évoluent. Parce que pour l'instant, ça a l'air d'être sur la bonne pente, mais parfois, on peut être challengé quand même et redégringoler, et perdre un peu la posture. Tu vois, il y a des choses qui peuvent revenir un petit peu de l'ancien monde, de notre première conception du management. Et donc, si tu as besoin d'un peu de coaching là-dessus, n'hésite pas, tu reviens vers moi, puis on en discutera. Ça marche? En tout cas, un grand merci pour ta participation, Manda. À très bientôt. Alors, tac, si je désactive Manda et que j'active Cécile, on va peut-être même pouvoir te voir si tu as une caméra et que tu acceptes. Donc, Cécile, la question, ce serait, qu'est-ce que tu as envie de nous dire à la fin de ce webinaire, même si je vois que tu n'es pas arrivé dès le départ? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Alors, Cécile est-elle là? Allô, allô? Allô, Cécile? Bonjour. Non. Ah, si.
Alors, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Bon, bah, c'est l'essentiel. Oui, je suis arrivée en cours de route. J'aurais besoin un petit peu de temps, comme toujours, pour digérer. C'est pas mal de choses vraiment intéressantes. Moi, je suis formatrice en management, justement, donc c'est pour ça que je m'étais inscrite. Donc, ça m'a nourrie et ça m'a rappelé en plus pas mal de souvenirs, parce que j'avais été sensibilisée à la sociocratie quand je travaillais chez Philips il y a, mon Dieu, je ne veux même plus compter, mais il y a plus de 10 ans. Et j'avais été très, très ouais, agréablement surprise et de nouveau par ces belles idées qui nous viennent d'outre-Atlantique, si je ne m'abuse d'ailleurs, je me souviens bien, c'est plutôt du côté du Canada, non, de mémoire? Alors, en fait, ça a été inventé en Hollande, mais c'est un D'accord. Québécois qui l'a Ah, diffusé au départ, effectivement, dans le monde francophone. OK, voilà. Donc en fait, ça me donne envie, bah, d'y revenir, voilà, et de voir comment je peux intégrer certains, ouais, certains concepts, certains outils, certains conseils aussi que vous avez donnés, dans mes formations. Super. Alors, j'en profite du coup pour dire, si vous êtes quelques-uns comme Cécile à être, alors, pas tant du côté des dirigeants et des managers, mais plutôt du côté des consultants ou des formateurs. Il y a le Centre français de sociocratie qui existe, qui a un site internet. Donc, vous pouvez taper Centre français de Très bien. sociocratie, vous allez tomber dessus. Voilà, qui fait des choses vraiment intéressantes. Et puis surtout, en intégrant le Centre français, et c'est la même chose pour l'autre organisation dont je vais vous parler, en intégrant ces organisations-là, vous allez vivre la sociocratie. Alors, pas Mmh. au quotidien, dans une équipe comment dire, qui se retrouve dans des bureaux, etc., mais dans le cadre d'une association où il y a des réunions Zoom régulièrement, et puis où il y a quand même, tu vois, toutes ces questions de décision par consentement, etc., ben, vous allez vraiment le vivre. Donc, Centre français de sociocratie, puis au niveau international, donc le CFS fait partie de la grosse organisation qui s'appelle SOFA. Alors, S pour Sociocracy, O pour SOFA, ah non, pour Sociocratie aussi, et après F pour For et A pour All, Sociocracy for All, donc sociocratie pour tous. Et là, c'est une organisation dont le siège est dans l'ouest des États-Unis, mais qui regroupe plus de 150 personnes un peu éparpillées dans le monde entier et qui vivent la sociocratie dans cette organisation et qui mettent en œuvre tout un tas d'actions pour la faire connaître. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre ces Merci. deux organisations. Voilà. En tout cas, un Information. grand merci, Cécile, et puis au Merci à plaisir. vous. Tu es basé où? Je suis à Nantes. Ah, ben, on n'est pas loin. Ok, Oui, il me super. semblait bien. Chouette. Au plaisir. Merci, Cécile. Merci Je vais beaucoup. donner la parole, si elle l'accepte maintenant, à Isabelle Cadudal, qui est venue pour la première fois à mes webinaires. D'ailleurs, je suis surpris, d'habitude, il y a un petit groupe de fans qui n'étaient pas là aujourd'hui, des gens qui suivent absolument tous les webinaires. Alors, Isabelle, c'est en train de rouler. Et puis après, si tu le veux bien, Lorenzo, j'aimerais te donner la parole si tu as encore quelques minutes pour rester avec nous. Alors, Isabelle, elle est arrivée vraiment à l'heure. Euh, Tu as tout suivi. Voilà, Isabelle, est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que la caméra, non. Mais ton micro, tu veux bien dire quelque chose, Isabelle? Ouais, Ah, ça y est, c'est bon? on vous entend. C'est bon. Ok. Bien, ben, bonjour, merci beaucoup. Oui, moi, c'est la première fois. En fait, les propositions de webinaire sont arrivées sur mon adresse mail professionnelle. Et du coup, comme je suis souvent à la recherche aussi de nourriture intellectuelle par rapport au boulot que j'exerce actuellement, je me suis dit pourquoi pas. Et je dois vous dire que la sociocratie, pour moi, c'était une première. Je n'ai jamais entendu parler de ce terme, en tout cas. Et avant d'assister à votre webinaire, j'ai été chercher quand même un petit peu la définition pour ne pas être trop sotte au démarrage. Voilà. Vous dire que la génération Z, en fait, moi, je travaille dans une structure qui accueille ces jeunes. Donc, effectivement, pour travailler avec eux, leur insertion professionnelle, on est de plus en plus confronté à une incompréhension totale entre eux, effectivement, deux générations. Une génération d'encadrants, de managers qui ont, on va dire,
voilà, qui font partie de la génération, de ma génération, hein, de la génération, comment on est nous, on est quoi? On est la Sous deuxième. Y. Les Y, non, c'est la génération X. Oui. Et donc, effectivement, c'est compliqué pour eux d'intégrer en fait des jeunes qui n'ont pas les mêmes codes en fait au niveau d'intégration dans le travail. Donc, moi, c'est aussi pour ça que je me suis inscrite. Je me suis également renseignée sur votre profil, enfin du moins sur ce que vous aviez fait, sur les démarches. Je trouve que c'est très intéressant. Et j'aime anticiper. Là, je me suis inscrite sur d'autres webinaires d'ailleurs. Voilà. Ça, je le fais en fait sur mon temps perso, hein, pas sur mon temps professionnel. C'est un engagement de ma part. Et comme moi, là, je suis en fin de carrière, mais j'ai pris une fonction où je me retrouve dans une pyramide structurelle entre une équipe de direction et des équipes de conseillers, enfin d'accompagnateurs de jeunes. Et donc, moi, je suis avec 3 autres collègues. On est, on va dire, entre les deux. Donc, ce n'est pas forcément toujours très simple hein, comme position, pardon. Et que je pense que j'ai tout noté, en fait, de votre webinaire. J'ai tout noté parce que je vais le partager avec mes 3 autres collègues parce que je pense que ça peut aussi nous aider dans l'accompagnement des équipes de professionnels. Et puis également, puisqu'on est là pour faire relais et remonter aussi un certain nombre de choses auprès de la direction et d'adopter peut-être même des postures comme vous l'avez expliqué. Voilà. Super, Isabelle. Bah, écoutez, ravi que ça ait pu vous aider. Vous allez recevoir un lien bientôt par mail vers le replay. Ouais. Alors, ça va me prendre un petit peu de temps pour le mettre sur mon site internet, mais si vous allez sur mon site, vous pouvez trouver dans ressources, il y a la page avec les webinaires 2023, ça c'est avec tous les liens sur tous mes webinaires. Donc, je fais 2 webinaires par mois gratuits jusqu'au mois de décembre. Et puis, vous avez normalement un lien vers les replays. Et donc là, vous avez tous mes anciens replays et celui-là va apparaître normalement d'ici quelques jours. Voilà. Donc, vous aurez le lien de toute façon, vous pourrez y avoir accès et du coup, vous pourrez montrer les choses aussi à vos collègues. En tout cas, ravi. Vous êtes où, Isabelle, vous? Cornouailles, c'est-à-dire Quimper. Super. Bon, Voilà. bonjour au Finistère. Belle fin de journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Et enfin, Lorenzo, si tu es toujours là, Lorenzo, hop. Alors, Lorenzo, qui est un connaisseur de toutes ces questions, qu'est-ce que tu aurais bien envie de nous dire en ronde de clôture? Bon, alors les caméras, ça ne semble pas marcher, mais le micro devrait fonctionner normalement. Lorenzo. Allô, allô. Connexion. Voilà, tu es là. Ouais, ça y est, on t'entend. Ça y est. Ok. Ouais. Et la vidéo ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas très important, mais voilà. Bon. Non, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Salut, merci pour ton invitation. Déjà, Yanis. Alors, je ne sais pas, c'est pas tellement à ton intention, c'est peut-être l'intention des personnes qui sont encore présentes. Je suis dans l'accompagnement de ceux qui accompagnent de certaine façon, puisque, comme tu le sais, je m'occupe d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Facilitateur Facilitatrice. Il y a plus de 7400 personnes inscrites. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les articulations qu'il y a entre les différentes approches. Donc ça, c'est une chose. Mais par rapport au thème, à la thématique aujourd'hui, ce qui m'intéressait peut-être, c'était sous l'angle le fait quels sont les publics qui sont souvent, qui ne sont pas, dirais-je, mis en lumière. Et bien entendu, souvent, on oublie tous les besoins des nouvelles générations. Donc, c'est vrai pour ce public-là, c'est vrai aussi, bien entendu, pour tous les sans-voix en général. Donc, à ce titre-là, c'était intéressant que tu
partage ça. Alors, c'est vrai que je ne suis pas trop aujourd'hui en relation avec le monde de l'entreprise. C'est de façon plus générique comment accompagner la transition, on peut dire sociétale, dans les territoires, mais ça passe aussi bien entendu par le monde de l'entreprise. Et comme tu le sais, donc je suis actuellement sur une initiative avec tout un collectif autour de la facilitation pour répondre à un appel à commun lancé par l'ADEME, l'ANRU, l'ANCT et l'IGN